Donc c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on en avait parlé, la phase de consolidation, et donc on aurait dit que ça allait bien commencer en 2026, puisque c'est ce qui est prévu. Alors on a quand même pas mal de freins, on a des embûches, on a des pièges. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'est passé un truc un peu bizarre cet été qui a tout petit peu retardé la prise en compte du deuxième rapport de 4e année de la mission. Puisque notre président nous a fait une petite surprise. Malgré ça, on continue d'avancer, c'est quand même la bonne nouvelle, et qu'on avance de façon assez groupée, parce que tous les DMG sont mobilisés. On voit quand on discute avec les référents que tout le monde essaye de faire des choses, que ce soit dans le recrutement, dans l'organisation des thèses, dans le fait d'organiser un cursus hors stage, etc. Et il y a d'ailleurs, donc, comme l'a dit Iracha, une présentation tout à l'heure de Benoît Chamboredon pour expliquer un peu ce que fait le groupe national des référents en phase de consolidation, qui permet vraiment à la communauté de travailler ensemble sur un programme de phase de consolidation. Alors pour les 2023, la bonne nouvelle, c'est que cette première année de phase socle dans la configuration en 4 ans, c'est plutôt bien passé. On n'a pas eu de retour de catastrophe, on n'arrive pas à leur faire leur maquette, etc. Il faut dire que cette maquette, en fait, elle n'a pas changé par rapport au corps d'avant, puisqu'elle est bien connue, c'était urgence SN1, a priori tout était calé pour ça. Donc c'était quasiment de la routine. La seule chose, c'était sur la fiche de projet de thèse, certains DMG l'ont exigé pour la phase de consolidation, pour la phase socle. Mais bon, globalement, c'était quelque chose qui était connu, donc il n'y a pas eu de difficulté. Et puis le phase 1 qui commence, finalement les fameux stages qui étaient couplés, c'était soi-disant des stages nouveaux, mais on s'est rendu compte qu'il y avait 23 DMG où c'était toujours des stages couplés qui n'avaient jamais été découplés, donc finalement la nouveauté était quand même limitée, on va dire, et que ça se passe plutôt bien, même en Ile-de-France où il y avait des grosses craintes. On a bien nos stages couplés femmes-enfants pour nos phase 1 et nos stages de médecine adulte polyvalente, là encore, c'est des stages connus en routine qu'on a déjà agréés. Alors, mine de rien, il va falloir commencer à préparer l'année d'après, puisque vous savez très bien qu'on anticipe toujours, et travailler sur les maquettes de stages libres en particulier, pour avoir suffisamment de terrains de stages libres qui correspondent aux besoins des étudiants, mais aussi aux axes qui ont été décidés. Donc, par rapport aux besoins, peut-être qu'il y aura besoin de faire justement des audits auprès des étudiants, ou peut-être une forme de pré-choix pour savoir comment organiser le nombre de stages libres et dans quel axe. Je vous rappelle que c'est un choix qui reste par rang ECN, donc on ne peut pas flécher un étudiant qui va dire « oui, mais moi, j'ai décidé de faire ça comme stage parce que mon projet, etc. » Là, on n'est pas encore en consolidation, donc il ne peut pas faire de vœux spécifiques. En revanche, vous pouvez essayer d'organiser, en fonction des besoins demandés des étudiants, d'organiser un nombre de stages qui correspond. De toute façon, ça c'est important, ce sera forcément un stage libre agréé pour la médecine générale. Ça ne peut pas être en dehors de ça. Et donc, dans 4 axes prioritaires, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un petit peu autre chose, mais prioritaire, sur la santé de la femme, la santé de l'enfant, la santé mentale et ou la dictologie et les patients âgés. Et bien évidemment, pour ceux qui auraient la possibilité de le proposer, un deuxième SN2 est tout à fait possible, avec en plus la possibilité pour ceux de l'année prochaine d'avoir plus de SASPAS, permettant de faire glisser la moitié ou une partie des SASPAS qui auraient servi au deuxième SASPAS pour faire de la phase de consolidation. C'est une petite stratégie en tout cas. Petite attention sur l'organisationnel. Il va y avoir des phases décalées toujours, des femmes qui ont eu des bébés, des gens qui ont été malades, des gens qui ont fait une dispo, etc. et qui auront l'année prochaine encore un stage santé de la femme de 6 mois à faire. Ce qui fait qu'il y aura les stages libres santé de la femme et les stages santé de la femme décalés. Bref, il risque d'y avoir un petit peu de tension sur les stages santé de la femme pour quelques cas, en tout cas dans les DMG. Alors, il y a un nombre inédit d'étudiants en ce moment dans notre filière. L'enquête donc a fini d'être analysée. Vous savez, c'est toujours un peu décalé. On fait l'enquête en début d'année, mais le temps d'avoir toutes les réponses et de tout analyser, on a les résultats pour le congrès. Même si les cohortes 2024 ont été un petit peu moins nombreuses, puisqu'il y a eu pas mal de redoublants qui ont attendu un peu pour passer les ED et bon, voilà, ne pas tout de suite rentrer dans le 3e cycle, il restait quand même qu'il y avait 16 108 étudiants dans tout le cursus de médecine générale au 1er janvier 2024, avec un ratio étudiant par équivalent temps plein de 67 au total. Et si on va que sur les phases socle, les phases d'approfondissement, donc les 3 premières années du DES, encore 50 étudiants par ETP. Ce qui fait que certaines facs sont en extrême difficulté
entre le nombre d'étudiants et les ETP, puisque au maximum, la fac la moins bien nantie, il y a 126 étudiants pour un ETP, et qu'il y en a quand même beaucoup qui sont au-dessus de 90. Sachant que le ratio normal, si on se met la norme étant ce qui se passe dans les autres spécialités, c'est entre 10 et 20 par ETP. Donc vous voyez, on est quand même assez loin. Et on s'était dit qu'un ratio minimal acceptable, on va dire, ce serait bien de 1 pour 30. Et que si on voulait être à 30 pour un ETP, eh bien, il faudrait 400 ETP dans la filière. Pour info, en novembre 2023, on était à 225 équivalents temps plein, et grâce à la grosse entrée d'associés cette année, on est à 240, mais on est quand même très loin des 400. Et les fameux postes qui avaient été prévus et promis, plus ou moins, par les anciens ministres de la Santé, seraient quand même très bienvenus pour faire face, sachant que là, on ne parle même pas avec les phases de consolidation, hein, on est juste avec les étudiants actuels. Et donc, dans tout ça, les 16 000 étudiants, il y en a quand même 4 145 qui ne sont pas thésés, c'est-à-dire plus qu'une seule cohorte annuelle. Alors ça compte évidemment les phases socles et les phases d'approfondissement, mais il y a quand même 4000 qui ne sont pas thésés. Donc ce qui veut dire que quand on parle des recrutements de directeurs de thèse, ce n'est pas seulement pour nos phases socles avec le DES en 4 ans, c'est vraiment de façon massive pour l'ensemble de nos étudiants. C'est vraiment très important d'organiser et des formules de thèse. Et donc il y aura Dragos, Paul et Racha qui vont nous faire une présentation là-dessus pour essayer d'organiser la mise en place de la thèse pour l'ensemble de tous ces étudiants. Et puis bientôt, puisque ça fait moins de 2 ans maintenant, les premiers docteurs juniors. Alors, il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. Les choses qu'on sait, c'est sûr, ce sera en ambulatoire, 2 semestres, a priori plutôt au même endroit, sauf problème où, voilà, de façon explicite, le renouvellement ne se fait pas, avec un plafond d'actes. Dans le deuxième rapport de mission, c'était plutôt autour de 20 à 25 actes. Pour l'instant, c'est pas, évidemment, on n'a pas les arrêtés, mais bon, voilà. Et probablement donc sur 3 journées de soins, avec une journée qui serait consacrée au projet professionnel de l'étudiant, donc peut-être soit dans une autre part soins, en addicto, en médecine de la douleur ou que sais-je, ou en prévention, ou dans une CPTS, par exemple, pour travailler sur les territoires. Alors, par rapport à l'ambulatoire, il y a une seule vraie exception, ce sont les médecins militaires. Alors, on n'est pas très concernés partout, il y a quelques facs qui en ont. Eux, en phase de consolidation, ils font une unité médecine de guerre, donc évidemment, on ne va pas leur demander de faire ça en ambulatoire. Il y aura quelques exceptions aussi pour faire un semestre en médecine polyvalente selon le projet de l'étudiant, sachant que ce semestre ne validera pas de semestre pour la FST, qui, elle, doit être fait en phase d'approfondissement, et que donc la phase d'approfondissement ne peut pas être validée si la FST n'est pas encore validée. Donc, il pourrait y avoir des étudiants qui demandent sur projet de faire un semestre de médecine polyvalente, qu'ils aient fait ou pas d'ailleurs la FST, mais de toute façon, ça ne validera pas de semestre de FST. Alors, il y a aussi quelque chose qui va changer beaucoup, c'est le mode de choix de stage de phase de consolidation, puisque ce n'est plus un choix selon le rang, mais un choix par appariement, qui se fera probablement, vu les cohortes, plutôt par subdivision, parce que normalement c'est par interrégion, mais on sait bien que par interrégion, ça fait tellement d'étudiants à gérer que c'est quasiment infaisable. Et donc, il faudra prévoir un nombre de stages suffisant par interne d'interrégion. Et pour vous rappeler qu'il faut anticiper, c'est que les vœux des étudiants devront être déposés en septembre 2026 pour la rentrée 2026. Ça veut dire qu'ils ont dû lire, organiser leurs choix, etc., donc voir les terrains de stage en amont. C'est-à-dire probablement qu'avant l'été 2026, il faut qu'on ait tous nos terrains de stage. Donc le dossier, il y a un dossier, je vais vous en parler après, qui est déposé par l'étudiant et il met un nombre de cœurs, voilà, c'est un truc un peu à la Tinder, on va dire, un nombre de cœurs pour classer ses vœux. Le nombre minimum de vœux n'est pas encore décidé. Dans les autres spécs, c'est au moins 2. Il est possible que nous, on en ait plus, vu qu'on a quand même beaucoup d'étudiants à faire passer. Il n'y a que l'étudiant qui sait combien il a mis de cœurs sur un terrain de stage. Le terrain de stage ne voit pas le nombre de cœurs qu'on lui a mis. Et de la même façon, les MSU qui étudient les dossiers des étudiants vont classer aussi en mettant des petits cœurs, mais l'étudiant ne saura pas, il y aura juste le maître de stage qui saura combien il y a de cœurs sur tel ou tel dossier.
En revanche, c'est des dossiers qui ne sont pas anonymes. Il y aura au moins 2 tours, l'algorithme va faire 2 tours d'appariement, peut-être un 3e en médecine générale parce qu'on est vraiment beaucoup, et il y aura de toute façon un tour manuel pour les tout derniers qui ne trouvent pas d'appariement. Alors, ce qui est important, c'est qu'il va falloir non seulement recruter des terrains de stage, et ça, je vais laisser Aurélie en parler tout à l'heure, mais aussi préparer ces maîtres de stage recrutés à décrire leur terrain de stage. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment où il faut être capable de dire comment ils vont accueillir, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils proposent comme activité, quel type de patientèle ils ont, etc. Et puis à étudier et classer les différents dossiers reçus, puisqu'ils auront cette tâche-là aussi à faire. Et de leur côté, les étudiants, il faut qu'ils soient préparés à créer leur dossier. Ça va être très, très nouveau pour les internes de médecine générale. Jusqu'à présent, ils se présentent au choix et puis ils choisissent et puis tout va bien. Là, il va falloir qu'ils se mouillent un petit peu, qu'ils décident, qu'ils choisissent, qu'ils fassent des vœux, qu'ils fassent des lettres de motivation. Et du coup, voilà, ce ne sera pas automatique. Il faut vraiment qu'ils fassent des démarches pour pouvoir avoir un dossier qui est attractif, on va dire, pour le lieu de stage qu'ils convoitent. Et donc, dans ce dossier, il y aura un CV, comme je vous disais, qui n'est pas anonyme. Donc, le terrain de stage sait de quel étudiant il s'agit. Un contrat de formation, donc, qui est le contrat de formation qu'il faut en phase socle et qu'il faut essayer de mettre à jour pendant la fin de FA2 et la fin de FA1 et de FA2. Et donc, comme je vous disais, une lettre de motivation qui, normalement, alors pour les nôtres, on ne sait pas s'ils ont vraiment beaucoup de vœux à faire, est-ce qu'il faudra vraiment une lettre par vœu, mais dans les autres SP, en fait, il faut qu'ils adaptent la lettre de motivation aux choix qu'ils font dans leurs vœux. Bon, évidemment, il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas. Les fameuses promesses, alors ceux qui étaient là tout à l'heure ont entendu la ministre qui nous a fait une merveilleuse langue de bois pour ne rien dire, à part qu'on était vraiment tellement géniaux, tellement on se débrouillait bien et qu'on était inventifs. En gros, elle était en train de nous dire vous faites tellement bien, vous n'avez pas besoin de moi, débrouillez-vous tout seul. Enfin, moi j'ai entendu ça. Combien de postes administratifs, Combien de postes administratifs, parce qu'on va avoir vraiment besoin d'aide dans les DMG là-dessus, au-delà des postes TP universitaires. Le statut de docteur junior, on ne sait pas si ce sera un statut identique à celui des autres spécialités, même si on sait que la conférence des doyens est plutôt pour cette option, ou s'il y aura donc une spécificité ambulatoire. On a quasi certainement une PDSA qui sera obligatoire, sauf qu'on ne sait pas comment elle sera supervisée, puisqu'a priori, c'est toujours des étudiants, donc ils doivent être supervisés. Or, il y a certains territoires où il n'y a pas de PDSA, donc on ne voit pas très bien comment on pourrait obliger sans supervision à le faire. Et puis, la fameuse rémunération, là encore, les doyens seraient plutôt pour une rémunération identique ou quasi identique à celle des autres SP, et à la fois les futurs docteurs juniors et nous-mêmes, on serait plutôt pour amener une part en rapport avec les actes pour être aussi professionnalisant sur la manière de gérer sa comptabilité, etc. Il y a encore beaucoup de questions aussi par rapport à la responsabilité. C'est souvent un énorme frein quand on essaye de parler de recrutement, de réflexion sur comment on va le superviser, etc. C'est « oh là là, mais qu'est-ce qui se passe si je suis responsable des actes et jusqu'où je suis responsable des actes ?» Ce qui nous a été dit en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de jurisprudence pour l'instant, puisqu'il n'y a pas eu de docteur junior de médecine générale, et qu'a priori, de toute façon, il y a déjà une responsabilité partagée avec les SASPAS, et qu'a priori, il sera plus autonome qu'un SASPAS, et que donc le risque est quand même pas aussi grand, entre guillemets, qu'avec un SASPAS. Quand on a dit ça, ça reste encore un peu flou, mais néanmoins, on sait qu'il n'y aura pas de loi nulle part ou d'arrêté qui dira voilà ce qu'il a le droit de faire, voilà ce qu'il n'a pas le droit de faire. Dans les textes, c'est il faut que le superviseur s'assure qu'il est capable de faire. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est surtout prévenir les maîtres de stage SASPAS qui ne valident pas quelqu'un qui n'est pas capable d'être autonome en SASPAS. Il faut vraiment bloquer, parce que ce n'est pas la peine de mettre en difficulté le collègue qui récupère derrière. Le médecin accueillant, on en avait parlé beaucoup jusqu'à présent, on est en train de rétropédaler parce que clairement ça ne correspond pas au modèle de l'agrément d'un terrain de stage avec un maître de stage qui supervise, avec tous les problèmes dont je viens de parler de responsabilité. Et donc, Aurélie en reparlera, mais cette façon d'appeler le nouveau MSU qui, on va dire entre guillemets, ne faisait qu'accueillir, offrir un bureau, probablement ne va pas exister ou de façon très ponctuelle. La répartition des honoraires, on ne sait pas très bien. Qui sera le médecin traitant de la file active? Probablement le MSU, mais avec ce que ça veut dire au moment du départ du docteur junior, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas un autre docteur junior pour venir derrière? Et puis, apparemment, les associations de maisons de santé se posent la question aussi d'agrément de structure.
Et il y a une discussion actuellement en ce moment de savoir est-ce qu'il y aurait quelque chose de possible pour que les honoraires de docteur junior soient affectés à une structure et non pas à un MSU tout seul. Et d'ailleurs, c'est peut-être un modèle qui pourrait être discuté avec les centres de santé qui se posaient la question justement de comment répartir les honoraires générés par le docteur junior. Pour la formation, je ne vais pas aller très loin puisque Réli va vous en parler aussi. Juste, je vous rappelle qu'il faut à peu près 4000 terrains de stage à construire, donc former 4000 maîtres de stage. Globalement, ça ne se fait pas en 3 semaines, hein, on est d'accord. Et tout ça avant le printemps 2026. Donc on est en train de préparer donc, une formation pour les MSU déjà formés, qui sont déjà eu des DSN1 et ou encore mieux des DSN2. Et on espère que ce sera la majorité de nos futurs maîtres de FACO. Et puis on prépare aussi une formation pour ce qu'on appelle maintenant les néo-MSU. Alors, est-ce que notre problématique est sur le haut de la pile? Parce qu'il y a notre doyen, un Créteil, qui nous a dit si, apparemment c'est sur le haut de la pile, c'est Wolkenstein, l'ancien conseiller, avant que Monsieur le Président décide de tout foutre en l'air. Donc, il nous a dit si, a priori, c'est sur le haut de la pile, sauf que là, en ce moment, il y a le budget, ils sont sous l'eau, ok. Donc, on espère que c'est sur le haut de la pile et on espère pouvoir mettre une priorité. Olivier Salary l'a dit déjà un petit peu en entrant tout à l'heure dans le sujet. Il faut vraiment qu'on ait sous le sapin quelque chose au plus tard début janvier, ou sinon se préparer à se mobiliser de façon assez rigoureuse, on va dire, que ce soit les internes ou les maîtres de stage ou les universitaires, pour dire maintenant ça suffit, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui se bouge, qui prenne le dossier, parce qu'a priori il y a quand même des gens qui ont lu les papiers, les rapports et qui savent à peu près où ils veulent aller. Donc maintenant il faut se décider, quoi. Et donc, ce que je vous propose, c'est que pour la dernière ligne droite à Toulouse l'année prochaine, on refasse encore une petite plénière pédagogie FACO, mais cette fois pour dire, ça y est, c'est bon, c'est pour l'année prochaine, on est parti et c'est génial. Voilà, je vous remercie.